C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'État d'Al Jazeera au Soudan frappé par des massacres de civils. Jusque-là, l'État a été relativement épargné par les tueries. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à New York ce lundi pour parler de ces violences. La correspondance régionale dans un instant. Et puis Emmanuel Macron au Maroc, le président français s'est rendu à Rabat pour une visite d'État. Il était accompagné par des ministres, des chefs d'entreprise, des artistes et des sportifs. Il a été accueilli en grande pompe. Cette visite marque la fin d'une brouille de 3 ans. Elle sera l'occasion de nouvelles coopérations économiques. Nous serons à Rabat dans ce journal. Et puis la Lagos Fashion Week a fermé ses portes ce week-end, l'occasion pour nous de nous intéresser à cette vague d'artistes qui séduisent de plus en plus les autres continents. Notre correspondant a suivi un styliste, reportage à la fin de ce journal. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à New York ce lundi pour parler des violences au Soudan. Les civils sont de plus en plus touchés. C'est notamment le cas depuis vendredi dernier dans l'État d'Al Jazeera, jusqu'à présent relativement épargné par les tueries de civils. La correspondance régionale de Bastien Renouille. 127 personnes ont été tuées par les forces de soutien rapide au cours des 5 derniers jours, selon un groupe d'observateurs locaux de l'Est de l'État d'Al Jazeera. Plus de 200 autres personnes ont été blessées et 150 ont été arrêtées et sont toujours détenues par les forces de soutien rapide. La représentante de l'ONU au Soudan, Clémentine Kota-Salami, a affirmé qu'il s'agit de crimes atroces. Dans son communiqué, elle parle de violences sexuelles, de viols et de meurtres de masse. Mais comment expliquer ces violences soudaines dans l'État d'Al Jazeera qui, jusqu'à présent, était relativement épargné? Il n'y avait pas de violence de masse contre les civils. Eh bien, il semblerait qu'il s'agisse de représailles des forces de soutien rapide suite à la défection de l'un de leurs commandants le 20 octobre dernier. Abou Akila Kikil a quitté les forces de soutien rapide pour rejoindre l'armée. Cela a fortement déplu aux troupes. Alors, en réponse à ces violences, le gouverneur de l'État d'Al Jazeera a appelé tous ceux qui sont capables de tenir une arme à se mobiliser, que ce soit dans les villes, dans les villages ou encore dans les voisinages, pour essayer de repousser les forces de soutien rapide. Si ces violences étaient au cœur de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce ne sont pas elles qui ont précipité l'organisation de cette réunion, puisque depuis plusieurs semaines, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, répète que les violences contre les civils s'intensifient au cours des dernières semaines partout dans le Soudan. Les combats ont repris entre l'armée burundaise et le groupe Red Tabara depuis au moins une semaine. Les rebelles affirment avoir tué des soldats burundais, dont plusieurs officiers, lors d'affrontements dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo. Mais l'armée a vite démenti et assure que le groupe armé a perdu du terrain ces derniers jours. La correspondance régionale de Clément Diroma. Selon le porte-parole de l'armée burundaise, le groupe armé Red Tabara a subi de lourdes pertes lors d'affrontements ces derniers jours. Alors cette déclaration sur le réseau social X répond à un communiqué des rebelles qui ont annoncé ce week-end avoir tué 45 militaires burundais et alliés dans la région d'Itombwe, au sud Kivu, en RD Congo, proche de la frontière avec le Burundi. Un bilan contesté donc par les forces de défense nationales. Souvenez-vous, en décembre 2023, après plusieurs années d'inactivité, Red Tabara avait mené une attaque près de Bujumbura, la capitale économique, tuant une vingtaine de personnes, suivie en février d'une nouvelle incursion meurtrière. En réaction, le gouvernement de Gitega avait accusé le Rwanda de soutenir les Red Tabara et avait fermé toutes ses frontières avec ce pays voisin. Alors, ces accusations ont toujours été rejetées par Kigali, qui accuse de son côté le Burundi de collaborer avec les rebelles FDLR basés en RD Congo, composés d'anciens génocidaires et opposés au Rwanda. Les tensions en Burundi qui débordent sur la République démocratique du Congo, et on va continuer à parler de la RDC. On part dans le Nord Kivu ce soir. Nous recevons Michel Moto Mouima, député de la circonscription Walikale dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Évidemment, on va s'intéresser à ce qui se passe en ce moment. L'actualité chaude, c'est la situation dans l'est du pays et l'offensive du M23 à Walikale. Quelle est la situation sur le terrain? Merci, madame. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le territoire de Walikale a été agressé. La province du Nord Kivu compte 6 territoires ruraux et Walikale était le dernier territoire qui n'avait pas encore été agressé. Et c'est depuis ce 21 octobre, lorsque le mouvement M23
a rompu le cessez-le-feu issu de l'accord de Luanda, un processus politique très délicat. Et donc, Walikale est aujourd'hui en guerre. Et ce soir même, la situation est confuse autour de la cité de Pinga. La cité de Pinga, c'est une grande agglomération dans ce territoire. Et l'enjeu, c'est aussi le contrôle de la piste d'atterrissage. Et donc, voilà, la situation est confuse. On ne sait pas très bien ce qui se passe. La journée, les combats étaient à 7 km de Pinga. Et ce soir, voilà, la population est perdue. La population s'est réfugiée dans les enclos de l'hôpital général de Pinga. Et nous continuons à suivre de très près pour voir comment ça va évoluer. Alors, vous avez voté pour ou contre l'état d'urgence et est-ce qu'il est efficace aujourd'hui quand on voit l'avancée du M23 dans le Nord Kivu? Au niveau du Parlement, nous avons eu un débat justement sur cette question de l'état d'urgence, la prolongation de l'état d'urgence qui a été prorogée. Mais le Parlement a décidé, par la voie du bureau dirigé par l'honorable Vital Kamerhe, de diligenter une enquête parlementaire afin de faire le point sur cet état d'urgence qui perdure, état de siège, et dont les résultats sont mitigés. Ça, nous pouvons le dire clairement. Et donc, nous attendons la mise en place de cette commission d'enquête qui va déterminer si oui ou non nous devons continuer avec cette histoire d'état de siège. Alors, que pensez-vous des Wazalendo? Ils sont de plus en plus critiqués par des ONG, accusés d'exaction. Que pensez-vous de cette force? Est-ce qu'elle doit être maintenue sur le terrain? Est-ce que les forces armées congolaises doivent continuer à combattre auprès des Wazalendo? Les Wazalendo, c'est une expression en swahili qui veut dire des patriotes. Les hommes braves. Les braves. Ce sont des jeunes gens des villages qui ont voulu se défendre et défendre leurs parents, défendre leurs terres devant les agressions répétées. Et ils ont besoin d'un encadrement. Le gouvernement a déjà fait passer un projet de loi qui va encadrer et même ramener à l'intégration progressive de ces éléments dans les forces armées après des sélections et des critères qui seront posés pour que nous puissions enlever ces groupes armés sur le terrain et récupérer les patriotes qui veulent servir sous le drapeau. Les Wazalendo ont besoin de cet encadrement et nous rappelons encore au gouvernement congolais de renforcer l'encadrement de ces jeunes afin qu'ils puissent participer. Et comment lutter contre ces exactions sur le terrain, puisque le terrain est perturbé par ce conflit? C'est très délicat aujourd'hui de retirer une force, de l'encadrer. Comment déjà gérer certains de ces hommes, pas tous évidemment, qui commettent des exactions? Le processus est en cours, c'est pour ça que nous parlons de sélection. Il y en a qui sont appelés à travailler sous le drapeau parce qu'ils ont rempli certains critères et ceux qui n'auront pas rempli ces critères vont se voir déversés dans le système de désarmement, de mobilisation et réinsertion sociale. Quelle est la situation humanitaire dans le Nord Kivu aujourd'hui? Aujourd'hui, madame, le drame humanitaire, c'est précis. Vous devez savoir que le Nord Kivu, c'est 2 570 000 populations qui sont des errants. Nous les appelons poliment les déplacés internes. Ce sont des réfugiés dans leur propre pays. Nous avons 2 530 000 personnes exposées à la crise alimentaire. Et évidemment, ça fait 3 décennies, nous avons compté près de 10 millions de morts dans cette province martyre du Nord Kivu. Et c'est pour ça que nous demandons à l'État rwandais de retirer son armée, puisqu'il est un fait accompli, un fait reconnu et par les Nations Unies et par toutes les organisations nationales, régionales et internationales, la présence de l'armée rwandaise aux côtés du M23. Il faut que nous donnions une chance à un processus politique pour résoudre ces conflits. Et nous poserons la question demain, puisque nous recevons demain le ministre des Affaires étrangères rwandais. Dernière question, une question plus politique. Que pensez-vous de la réforme constitutionnelle voulue par le président Félix Tshisekedi? Il l'a annoncé à Kisangani il y a quelques jours. Est-ce que le changement de cette constitution est nécessaire aujourd'hui? Est-ce que c'est une priorité dans cette situation? En tant qu'élus du peuple, nous attendons que cette question arrive au Parlement. Et en ce moment, les parlementaires, nous allons nous prononcer. Donc, nous n'avons pas de soucis pour ça. Pour le moment, la
priorité, l'urgence, c'est de mettre un terme à ce conflit qui n'a fait que trop durer. Il faut retenir que la guerre à l'est de la RDC, c'est aussi une guerre économique. C'est le contrôle des gisements miniers. Après avoir pris le contrôle du gisement minier de Roubaïa dans le territoire de Massi, c'est juste à côté du territoire de Walikale, aujourd'hui nous voyons le territoire de Walikale menacé parce que Walikale détient un des plus grands gisements d'étain du monde. Et nous avons du coltan, nous avons de l'or, de la cassitérite et beaucoup d'autres matières stratégiques. Et donc cette guerre a cette connotation, et certains disent même que c'est juste ça la cause de la guerre. Et donc nous devons mettre un terme à ces conflits. Il est important aussi comme message pour nos frères africains que les Africains nous arrêtions de nous faire la guerre. Il est temps pour nous d'œuvrer ensemble pour le développement, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, l'Africain doit aimer l'Africain. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel Moto Mouima. Merci, député, je rappelle, de la circonscription de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Merci infiniment d'être venu répondre à nos questions. Merci, madame. En bref, les djihadistes de Boko Haram ont tué une quarantaine de militaires tchadiens dans la nuit de dimanche à lundi lors d'un assaut contre une base militaire située à Barkaram, dans la région du lac Tchad, à la frontière du Nigeria. Cette attaque a provoqué une contre-offensive des forces tchadiennes. Le président Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu sur place pour donner le coup d'envoi de l'opération. L'Afrique du Sud a déposé devant la Cour internationale de justice son dossier de preuve du génocide commis selon Pretoria par Israël à Gaza. Un dossier qui, selon la présidence sud-africaine, contient des preuves démontrant que le gouvernement d'Israël a violé la Convention sur le génocide. Laurent Berstécher. Déterminée à mener à bien sa procédure juridique contre Israël, l'Afrique du Sud a déposé lundi son dossier à la Cour internationale de justice. Un mémorial de près de 5000 pages contenant des preuves selon Pretoria que les agissements de l'État hébreu à Gaza constituent un acte de génocide. Israël a violé la Convention sur le génocide en incitant à la destruction des Palestiniens vivant à Gaza, en les tuant à l'aide d'armes lourdes, en les privant d'accès à l'aide humanitaire et en utilisant la famine comme arme de guerre. Dans un communiqué, l'Afrique du Sud dit vouloir susciter le même élan de solidarité internationale qui a contribué à mettre fin à l'apartheid et appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban. Lundi, des dizaines de personnes étaient rassemblées devant la haute cour du Cap pour manifester leur soutien à la procédure et au peuple palestinien. Nous devons tout faire pour rester fermes, pour créer une différence, pour nous assurer que tout cela s'arrête avant que chaque habitant de Gaza ne meure. La procédure lancée en décembre 2023 a déjà conduit la CIJ à émettre plusieurs ordonnances à l'encontre d'Israël. En janvier, elle demandait à l'État hébreu de tout faire pour prévenir d'éventuels actes de génocide. Et en mai, elle sommait l'état-major israélien de stopper immédiatement son offensive sur la localité de Rafah, sans obtenir de réponse. Ce nouveau départ dans les relations franco-marocaines marqué par 3 ans de brouille. Emmanuel Macron est arrivé à Rabat. Il a été accueilli en grande pompe par le roi Mohamed VI, son fils, le prince héritier Moulay Hassan et le prince Moulay Rachid, frère du roi. Le chef de l'État était accompagné de son épouse et de nombreux ministres, chefs d'entreprise et personnalités du sport et du spectacle. Il s'agit d'une visite d'État visant à resserrer les liens et avec à la clé de nouvelles coopérations économiques, comme nous l'explique notre envoyé spécial Clovis Casali. Durant la soirée, il y a eu une cérémonie de signature d'accords. Une scène particulièrement forte avec Mohamed VI assis à côté du président de la République et des ministres et des personnalités du monde des affaires qui défilaient face à face pour signer des accords. Alors il y a eu de nombreux accords avec notamment des ministres français de premier plan et leurs homologues marocains dans le domaine de la culture, de l'éducation notamment. Et puis il y a eu des signatures de contrats notamment avec Alstom pour la signature de RAM pour les trains à grande vitesse. Et il y avait aussi le président de Total qui a signé un accord pour la filière de l'hydrogène vert avec
dont la mise en œuvre se fera avec l'offre Maroc. Il y a eu plusieurs accords signés par Safran, mais aussi des accords dans le domaine de la transition énergétique. C'est un volet, un domaine où le Maroc est en pointe, bien évidemment, et la France va accompagner. Il y a de nombreux partenariats qui ont été donc signés, et une information de taille, c'est que le roi du Maroc, Mohamed VI, se rendra en France pour une visite d'État prévue pour 2025. Ça vient d'être annoncé par Rabat. Démarrage mouvementé de la campagne électorale pour les législatives au Sénégal. Les militants des deux coalitions rivales, le PASTEF d'Ousmane Sonko et Sam Sakadou de Barthélémy Dias, le maire de Dakar, s'accusent mutuellement de violence dans la capitale. Dans le même temps, les autres partis battaient campagne, comme nous l'explique notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. La caravane du PASTEF attaquée ce dimanche à Dakar, des militantes du parti agressées et blessés. Le siège de la coalition Sam Sakadou vandalisé et incendié à l'aide de cocktails Molotov. Le PASTEF et Sam Sakadou, deux formations politiques rivales, surtout dans la capitale sénégalaise, Dakar, s'accusent mutuellement de violence à l'entame de cette campagne électorale, alors que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait appelé vendredi à une campagne apaisée. Une campagne qui démarre cependant timidement, pas encore de grosse effervescence à Dakar et dans les régions, pas encore d'affiches politiques ostensibles dans les grandes artères de la capitale sénégalaise. Amadou Ba, l'ancien Premier ministre, tête de liste de la coalition Jàmm ak Njariñ, était en campagne ce dimanche à Guédiawaye, en banlieue de Dakar, au moment où Ousmane Sonko, la tête de liste du PASTEF, le parti au pouvoir, est en caravane ce lundi sur la petite côte sénégalaise. Les autres partis essayent de leur côté de sortir du lot, mais une tâche ardue, car pour ces législatives, plus de 40 listes sont en compétition. La Lagos Fashion Week s'est terminée ce week-end. Lancée en 2011, c'est devenu l'un des rendez-vous majeurs des créateurs et professionnels de la mode africaine. Il est scruté à l'international car la créativité des stylistes séduit sur les 4 continents. Notre correspondant Moïse Gomis a justement suivi un jeune styliste nigérian pour sa grande première à la Fashion Week. Reportage. Dimeji Ilori et son équipe s'activent sur les dernières retouches. Ce jeune designer est connu pour ses créations innovantes. Son inspiration, il la trouve dans des tissus recyclés. La Lagos Fashion Week a donc sélectionné la marque de Dimeji pour son programme Green Access, un incubateur d'entreprise pour une mode durable. On attend ce moment depuis tellement longtemps. On va saisir cette occasion pour impressionner le public de la Fashion Week et poser nos empreintes pour marquer les esprits de tout le monde, pour toujours. Depuis 2011, la Lagos Fashion Week est un rendez-vous majeur de la mode en Afrique. Chaque année, plusieurs dizaines de créateurs y présentent leurs collections. Devant un public exigeant, talents émergents et confirmés se croisent. En marge des défilés, la Fashion Week de Lagos organise aussi des formations pour contribuer notamment à la relance de l'industrie du textile, en déclin au Nigeria depuis les années 80. À chaque fois que l'on renforce les moyens d'un designer, par ricochet, on renforce jusqu'à 10 ou 15 autres personnes au sein de sa communauté. C'est vraiment l'une de nos sources de motivation. Quelques instants avant le podium, Dimeji aide ce mannequin à enfiler une de ses créations. Le haut de cette tenue est à la fois un bustier et un masque, fabriqué à partir d'un tapis traditionnel et tissé par des artisanes de Sokoto dans le nord-ouest du Nigeria. Styliste autodidacte, Dimeji est convaincu d'une chose, la Lagos Fashion Week va le faire rebondir sur la scène internationale. Cet événement est un vrai tremplin pour obtenir plus de visibilité. Après cette Fashion Week, je pense que nous chercherons à faire plus de défilés internationaux pour faire connaître l'Afrique au plus grand nombre et démontrer notre potentiel. Malgré les turbulences économiques actuelles du Nigeria, la Lagos Fashion Week reste connectée aux marchés internationaux. Et selon ses organisateurs, elle attire une douzaine de milliers de visiteurs à chaque saison. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.